Bonsoir. Merci à Ethan, merci à Biomed Pharma. Un petit peu tard, je vais poursuivre un petit peu dans le même questionnement qu'a présenté tout à l'heure le docteur Lévi Toledano. Et je vais aller un petit peu plus, pas sur le plan de l'organisation de la médecine, point 3, mais plutôt sur la médecine qu'on appelle la médecine de haute définition, médecine de précision, médecine moléculaire, qui fait complètement partie de la médecine, point 3, et rentrer un petit peu du côté du médecin, du médecin, du pharmacien, de la personne, du professionnel de santé, et de voir comment ce que cette médecine et comment ce qui se passe en ce moment, ils sont en train de révolutionner complètement l'abord de la maladie, l'abord du patient, mais l'abord de la maladie certainement. Donc la médecine de précision existe aussi en pharmacie, c'est simplement pour vous montrer. Donc d'abord les présentations, je m'appelle Michel Toledano, je suis médecin, MD, PhD. J'ai fait mes études médicales en France. Je suis spécialiste en médecine interne et hémato-oncologie. Et puis je suis ensuite, j'ai fait une thèse de sciences en biologie moléculaire et immunologie. Et ma carrière s'est faite surtout dans le monde de la recherche fondamentale. Un postdoc au NIH, un long postdoc pendant lequel j'ai appris mon métier de la recherche donc à Bethesda, à côté de Washington, D.C. Ensuite, j'ai été professeur à Rutgers University, de State University, dans le New Jersey. Et ensuite, j'ai été chercheur en France au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, où j'ai été chef de laboratoire, chef de service. Et j'ai les crédentials qui sont représentés ici par... humilité, je ne les lirai pas. Donc, je vais vous parler de la médecine de haute définition. La médecine de haute définition, médecine moléculaire, médecine de précision, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'évaluation de la santé humaine atteint un niveau de résolution sans précédent grâce aux progrès technologiques récents. Le séquençage, bien sûr, des génomes, le séquençage de l'ADN, les techniques de séquençage sont extrêmement importantes. Raquel en a parlé tout à l'heure. Le monitorage physiologique et environnemental est très important. L'imagerie avancée et le suivi comportemental sont des choses qui apportent énormément. Raquel en a parlé tout à l'heure. Mais je vais vous montrer comment ce qu'on va utiliser ces paramètres pour faire de la meilleure médecine. Si l'évaluation a changé, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer le malade, la maladie, de façon beaucoup plus précise que l'on l'a fait jusqu'à présent, et vous allez en être convaincu à la fin de cet exposé, moi je n'y suis pour rien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution, mais aussi notre capacité à comprendre et à agir sur la maladie est en train de changer de façon très très importante. D'abord, c'est l'élucidation des mécanismes moléculaires des maladies. Il faut savoir qu'on a 50 ans derrière nous de recherche fondamentale qui sont allées élucider, démystifier toute une quantité de maladies qu'on ne comprenait pas qu'on ne comprenait pas, et établir les bases moléculaires. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les désordres moléculaires? Ça, c'est très important. La manipulation et la modification des génomes, on va en parler beaucoup parce que c'est très important. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe, et certainement vous devez être au courant de ce qui se passe dans ce cadre-là. La reprogrammation cellulaire, ce qu'on appelle reprogrammer, faire de la thérapie cellulaire, c'est très important, c'est une réalité. L'ingénierie tissulaire également, c'est important. Et bien sûr, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, qui permettent. Ce qui se passe, c'est que la révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la coalescence de l'accélération, ou l'accélération de la coalescence, tout est en train de monter dans les progrès. Donc c'est l'accélération des progrès.
Donc on est ici à... quelque chose qui va extrêmement vite dans les sciences biologiques, dans les sciences médicales et bien sûr dans l'informatique et l'ingénierie. C'est-à-dire que tout est en train de se développer ensemble, il y a une coalescence qui se passe. L'informatique et l'intelligence artificielle tirent bien sûr des questions que posent les chercheurs fondamentaux, la médecine, de la même façon que nous bénéficions, nous les chercheurs et les médecins, nous bénéficions bien sûr de façon extrêmement importante et on est en train de changer complètement le cadre de la médecine d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, Raquel avait pris l'exemple du docteur Knock, c'est ça. Qui était un bon docteur à l'époque, qui était un bon pharmacien, un bon docteur en tout cas, c'était quelqu'un qui était certainement intelligent, qui était capable de contrôler ses émotions, c'est très important pour un médecin, mais surtout qui avait une grande expérience et qui était capable de processer son expérience avec tous les malades qu'il avait vus. On allait voir les gens qui avaient de l'expérience. Aujourd'hui, on demande à l'intelligence artificielle de remplacer quelque chose que l'homme n'est pas capable de faire, c'est partager l'expérience de tout un monde entier sur la maladie. C'est-à-dire qu'on est en train, et personne ne sera capable de le faire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de mettre ensemble l'expérience et la capacité de raisonnement d'un médecin quand il est en fin de carrière, qu'il a vu toute une quantité de patients, mais ça sur des centaines de milliers de médecins qui sont comme ça, qui vont partager donc cette expérience avec la capacité de l'informatique de traiter toutes ces informations. Donc il faut voir l'intelligence artificielle comme une aide, comme un outil, mais pas comme quelque chose qui va nous remplacer. On n'est pas là, je vais mettre un point, je veux ci, je veux ça, Raquel vous a montré tout à l'heure, j'appuie sur mon ordinateur et j'ai comment dirais-je, l'ordonnance ou le compte-rendu d'hospitalisation de quelqu'un qui a eu une cholécystectomie. C'est pas comme ça que ça se passe. On est les seuls à utiliser, nous les professionnels de santé, les médecins et les pharmaciens, on doit rester au courant pour essayer de comprendre et pour s'intégrer dans ce monde-là. Donc je pense que ce sont ici comment dirais-je, les objectifs que je me propose de remplir, en tout cas d'essayer de contribuer à remplir. Donc la capacité de traiter cette information, c'est très importante. Je pense que vous avez compris le message. Qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de la médecine de haute définition que l'on peut en fait décliner de 4 façons différentes. Et je prends ici le plan qui était sur un travail qui a été fait par Eric Topol du Scripps Research, qui avait été un travail de rationalisation très bien fait. Le référentiel de santé personnelle, la prévention haute définition, le traitement haute définition, et comprendre ce que je viens de dire, c'est un concept qui est important, c'est des milliards de personnes à haute résolution. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre toute l'expérience du monde et d'essayer d'avoir la puissance de cette expérience de tout le monde entier pour changer l'abord de la maladie. Avec de la technologie qui vient derrière. La technologie, c'est certainement les génomes, le séquençage des génomes, la génétique sera de plus en plus importante en pharmacie, en médecine, dans toutes les professions de la santé, mais certainement aussi, comme je l'ai dit, je me répète parce que c'est important, la compréhension des mécanismes des maladies. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est dans un processus incrémental, c'est-à-dire qu'on est en train de développer des choses. C'est pas, on va acheter une voiture, elle est là, elle est prête, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec les ordinateurs, mais de façon beaucoup plus importante. Les progrès vont se faire de façon plus importante. Quand Apple a vendu son premier ordinateur, ils savaient déjà quel serait l'ordinateur qu'ils vendraient dans 15 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leur système l'ordinateur qui rentrait dans 15 ans. Nous sommes dans un système dans lequel le processing, la collecte des informations
est incrémentale et va augmenter notre puissance d'analyse des maladies et notre capacité à prendre la décision la plus judicieuse par rapport à la maladie. Et donc l'aide du patient. Donc c'est le patient qui en bénéficie. Donc c'est ce que je vais vous parler de ça. Donc on va rentrer un petit peu dans ces 4 éléments et je vais faire quelques petits détours pour parler un petit peu de maladie. Et si j'ai le temps, je parlerai aussi de quelque chose qui m'est cher, c'est la recherche fondamentale, parce que là, bien sûr, l'intelligence artificielle, les génomes et tout ça sont en train aussi de changer encore notre abord de la maladie d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer, mais il faut imaginer ce qui se passe dans les laboratoires pour comprendre ce qui va passer ensuite dans les hôpitaux et dans les cabinets de consultation. Alors, est-ce que c'est assez clair? Oui, donc on a un patient. Le patient, on a toute une quantité d'objets de monitorage de haute définition qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a jusqu'à présent. Et donc vous avez déjà été exposé à toutes ces quantités de choses, d'accord? Mais ce patient, on va le référer par rapport à lui-même d'abord. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire qu'on va, on dit, et c'est ce qu'on va voir maintenant sur les 4 ou 5 slides qui vont suivre, c'est qu'il faut se comparer à soi et aux gens qui nous ressemblent. Quand on a commencé nos études de pharmacie ou de médecine, on avait la courbe de Gauss qui vous disait la pression artérielle moyenne dans la population est de 7-12, ou à partir de 9,5, on part d'hypertension artérielle. C'est des notions qui sont en train de changer. On est en train de classer les patients en fonction de leur baseline, de leur référentiel personnel. Donc ce sont les facteurs de risque traditionnels, la tension artérielle, le cholestérol et tous les facteurs de risque que vous connaissez, je ne veux pas les citer, sont été définis par rapport à 95% de la population. D'accord? Mais la population n'a pas considéré ni les gens qui étaient en Afrique du Sud, ni le moment de la saison, ni les histoires émotionnelles que vivent les gens, ni toute une quantité de paramètres qui font qu'il y a des variations interindividuelles, temporelles, qu'il faut connaître. Et ces variations individuelles et temporelles, il faut en prendre compte. Il faut en tenir compte de façon extrêmement importante pour juger de l'écart par rapport à un paramètre donné. D'accord? Donc, le référentiel personnel à haute définition, c'est ce qu'on appelle Personal Health Baseline, excusez-moi de parler en français, en anglais, pardon, à haute définition, compte les normes de la population, même s'il n'est pas optimal, c'est-à-dire vous allez prendre quelqu'un qui a une pression artérielle qui n'est pas normale, ou une température qui n'est pas, je ne sais pas, quels sont les paramètres qu'on mesure de façon extrêmement fréquente en clinique, c'est ce qu'il est à un moment donné, et c'est par rapport à cela qu'on va le prendre en charge par rapport à ce qu'il est, pas par rapport à quelque chose qu'il n'est pas. D'accord ? Il y a un troisième élément qui est très très important, c'est le risque génétique de maladie. Et le risque génétique de maladie, on en a entendu un petit peu parler tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le diagnostic, la maladie, la prévention, le traitement est en train de changer complètement toutes les choses, et encore c'est incrémental, c'est-à-dire que le savoir va se faire va s'affiner dans les 10-20 années à venir, jusqu'à qu'on comprenne beaucoup plus ce qu'on est en train de faire. Et pour vous donner un exemple, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est qu'on se compare par rapport à soi ou par rapport aux gens qui nous ressemblent, d'accord? Et on va voir comment ce qu'on constitue cela, ces cadres, ces strates et ces groupes de gens, on les constitue grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle nous aide pour faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez la représentation de 3 groupes, les rouges, les blancs et les verts.
et vous avez une constante qui est mesurée, d'accord? Et la constante est mesurée, elle est très faible dans le premier groupe, elle est moyenne dans le deuxième groupe. Ce groupe-là, on aurait dit il y a 10 ans, ben, il est tout à fait normal parce qu'il est dans la courbe de Gauss. Et ici, celui-là, il est combattant. Celui-ci est anormal, celui-ci est anormal, et celui-ci est normal. Maintenant, on fait une mesure. Et la mesure, dans les 3 cas, est exactement la même. Dans le premier cas, on va dire qu'il y a un risque très important de maladie, puisque la personne, normalement, elle a une pression artérielle qui est à 10, et là, on la mesure à 14. D'accord? Donc, il y a un écart par rapport à ce qu'il est. D'accord? L'exemple de la pression artérielle n'est pas très bon, mais il y a d'autres constantes qui sont beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors que celui-ci, qui a une valeur normale, vous voyez qu'il y a un risque qui est complètement différent, et on est capable maintenant de voir et de stratifier les malades, les patients, les individus, on ne va pas parler des patients qui ne sont pas nécessairement malades, par rapport à des groupes sur toute une quantité de données. J'ai pris l'exemple de la pression artérielle, mais c'est vrai pour toute une quantité de choses. Les référentiels personnels de santé encore, antécédents sont couramment utilisés pour évaluer le risque. Maintenant, je parlais de risque génétique. Donc, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que le clinicien reçoit la famille. Qu'est-ce que ton papa, ta maman? Ah oui, il y a des antécédents de cancer du côlon. Ah, il faut faire attention, il y a ci, etc. Donc, c'est les antécédents familiaux. Les recueils sont incomplets. Ils n'identifient que les personnes à haut risque. Les maladies les plus importantes ne correspondent pas à ce profil. Et ainsi, c'est une étude qui a été publiée qui montre que le recueil des antécédents familiaux ne permet que d'identifier que 5% de la population qui est à un risque élevé, 10% à risque modéré. C'est-à-dire que pour 85% des gens, on n'a aucun élément sur l'anamnèse et l'interrogatoire du patient de savoir s'il y a un risque génétique. Et donc aujourd'hui, c'est en train d'être bouleversé par la génomique. C'est la séquence complète du génome et on préconise, ça se fait. Aujourd'hui, on fait un génome en 24 heures, ça coûte 400, 500, 1000, même pas 400 $, c'est-à-dire ça peut être remboursé. Est-ce que ça va entrer dans la pratique, c'est-à-dire à la naissance, séquençage du génome systématique? C'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver parce que c'est extrêmement utile. Tous les problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure sont les raisons pour lesquelles ça ne va pas arriver tout de suite. Ce sont des questions éthiques, mais les questions éthiques, en fait, seront résolues par ce genre de médecine, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est la description complète du risque génétique, et encore c'est incrémental, c'est-à-dire qu'on comprendra le risque de maladie plus on aura de données et plus on aura accumulé de données pour pouvoir déterminer. C'est des milliards et des milliards d'informations pour une personne, et c'est des milliards multipliés par des milliards de gens. Vous voyez la quantité de gens que ça représente, et vous comprenez très bien que l'intelligence artificielle est irremplaçable parce que personne n'est capable de faire ces opérations. Alors, on va parler un petit peu de génétique. Qu'est-ce qu'on est capable de détecter quand on fait du génome, quand on fait de l'interrogatoire? Ce sont d'abord les maladies monogéniques. Il y a un gène, il y a une maladie. D'accord? Donc ce sont des maladies qui existent, vous en avez certainement vu dans votre pratique de tous les jours. Je prends ici l'exemple du cancer du sein de l'ovaire avec des variants BRCA1 dits pathogéniques. Il y a énormément de variants. Alors, on sait que des mutations de BRCA1 exposent de façon extrêmement importante au risque de cancer du sein, et on propose aux femmes qui ont une mutation pathogénique de faire l'ablation des 2 seins, ce qui coûte énormément, bien sûr. C'est une décision très importante, mais c'est mieux de vivre que d'être malade. Mais il y a, à côté de cela, et c'est là où ici intervient ce qui est en train de se passer et qui est en train de révoluer cette médecine, c'est-à-dire comme on fait la séquence, on va trouver des quantités de changements, ce qu'on appelle des SNP,
de signification incertaine. Ces SNP de signification, on ne sait pas s'ils sont pathogéniques ou pas. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a eu une étude qui a été faite par Myriad Genetics qui a fait tout un programme avec toute une quantité de paramètres dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer, mais qui a été capable d'aller de 1,1% sur la quantité de SNP et de modifications, de mutations sur BRCA pour lesquelles on avait un risque déterminé à 97%. C'est-à-dire que si on se concentre sur un gène, sur une protéine, un gène, on est capable, à partir du moment où on s'est concentré, de déterminer complètement tous les risques qui sont associés avec tous les variants, et plus on ira, plus on sera capable de le faire. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance va comprendre que le risque est complètement différent parce qu'on a prévenu la maladie avant qu'elle n'arrive et que finalement la personne qui a été traitée, qui a été prévenue, c'est la prévention, ne sera pas malade. Donc pourquoi vont-ils perdre un patient alors qu'ils pourraient l'avoir? C'est complètement ridicule. D'accord? On recule la maladie. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à établir des liens entre les variants génétiques et les maladies, c'est-à-dire la collecte ciblée de données génétiques et phénotypiques et la compilation dans les bases de données combinées génotype-phénotype. Ça, c'est encore l'intelligence artificielle et ça passe tout à fait de ce que vous a présenté tout à l'heure Raquel, c'est-à-dire on rentre des données qui sont des données de toute nature, mais en particulier les confronter. Le génome, on a 35 000 gènes, on a une séquence d'ADN qui va d'ici à l'Amérique du Sud en longueur et des quantités de nucléotides. C'est énorme, on est maintenant capable, grâce à l'informatique et grâce à l'intelligence artificielle, de traiter ce genre de choses et d'en faire quelque chose que l'on puisse utiliser de façon utile pour les soins des patients. Ici, c'est le Center for Mendelian Genomics, qui est au NIH. Ils ont 5000 désordres mendéliens, ce qu'on appelle des mutations monogéniques qui donnent des maladies. Il y en a 5000 dans le monde. Quand on fait un génome complet, on sera capable, entre 50 et 75% de cas, de mettre en évidence ces maladies qui sont souvent très rares. Et vous allez voir des enfants qui vont être amenés par leurs parents et je ne sais pas ce qu'il est, je vais aller voir ce spécialiste, je vais aller voir ce spécialiste. Ici, on a un spécialiste. Le spécialiste, c'est l'intelligence combinée, c'est la collaboration de tous les médecins du monde, de tous les professionnels de santé du monde. Et ce qu'ils sont en train de faire, comme vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont 18 000 samples, 529 institutions, investigateurs, 261 institutions, 36 pays. C'est-à-dire que c'est des efforts worldwide qui se font et que ça ne peut pas se faire de façon différente parce qu'on ne peut pas définir une norme et stratifier si on n'a pas les informations qui viennent d'Afrique du Sud, d'Asie, de Chine, de France, etc. Et ça rentre aussi de façon évidente dans la stratification des individus pour définir les maladies. Les caractères polygéniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes et des mutations de plusieurs gènes vont donner la même maladie ou des maladies qui se ressemblent énormément. Mais quand vous avez une mutation, vous allez avoir la maladie. Si vous avez deux mutations différentes sur deux gènes différents, elle sera plus grave, etc. etc. C'est des choses les caractères polygéniques intéressent 95% des maladies chroniques courantes. On le sait. Toutes les maladies ont une base génétique. Il ne faut pas se leurrer. Donc, il faut regarder le génome. Les variants génétiques, donc, grande pertinence pour 80% de maladies chroniques, variants génétiques héréditaires des maladies chroniques courantes, encore inconnues. On sait déjà qu'il y a des quantités de choses qu'on ne peut pas prédire, mais on peut déjà commencer à prédire toute une quantité de choses. J'ai dit la chose est le contraire de la chose. Excuse-moi, je suis un petit peu fatigué avec le décalage horaire à la fin de la soirée, c'est pour ça que je voulais qu'on avance un peu.
48, ce sont des exemples qui ont été donnés. Les 27 SNP, les SNP, c'est Single Nucleotide Polymorphism. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des changements sur un nucléotide. Il y a 4 nucléotides qui font l'ADN, donc vous avez la séquence d'ADN, et donc on enregistre, l'informatique est capable de trouver ces différences, et on compare les individus, etc. Et quand on fait des comparaisons entre génotype et phénotype, on a mis en évidence qu'il y avait 27 SNP qui étaient associés avec la maladie coronarienne. Et donc, en utilisant cela, le traitement statistique aussi extrêmement important, on a pu voir qu'avec ces SNP, quand on les détecte tôt, on peut prévenir la maladie coronarienne par l'utilisation de statine ou tout autre hypolipémiant, d'accord? Et c'est au bénéfice du patient, puisque les gens ils ont prédit dans cette étude-là que le risque d'hospitalisation pour une maladie grave diminuait de façon drastique. C'est-à-dire qu'on prévient en regardant ce genre de choses. Le score de risque de 77 SNP est le cancer du sein, le risque avec 50 SNP est l'interprétation du cancer de la prostate de la PSA. Donc ici, vous êtes pragmatique, parce que tous les professionnels professionnels de santé sont pragmatiques. On utilise toutes les informations. On a l'intelligence artificielle, mais on a aussi l'interrogatoire, mais on a aussi ça. Mais on va tout prendre. Et pourquoi pas? On prend tout. C'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement ça. On veut la meilleure médecine, on veut les meilleurs soins. Donc on prend ce qui nous apporte quelque chose. Et donc ici, la PSA, on l'a fait depuis des dizaines d'années, prostatique spécifique antigène. De temps en temps, on ne sait pas quoi faire. Avec les SNP, 54 SNP, on arrive à définir et à dépister la maladie prostatique, le cancer de la prostate, de façon beaucoup plus précoce. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité pour vous, quand vous serez plus vieux. Mais déjà, c'est quelque chose qui rentre déjà en pratique dans les grands hôpitaux, dans les grandes choses, etc., bien sûr. Pour vous donner un exemple de l'importance de la génétique, c'est la génétique des maladies infectieuses. Et je voudrais dire juste un petit mot sur le Covid, bien sûr. Donc, la génétique des maladies infectieuses a commencé en fait en 1952 par la mise en évidence de ce qu'on appelle les désordres innés de l'hérédité, les primary immunodeficiencies, comme vous avez connu, c'est la gamma-globulinémie récessive de Huntington liée au chromosome X et la neutropénie congénitale sévère qui ont été découvertes en 1952. On sait, il y a un gène et puis c'est fini. Mais toutes les autres infections ne sont pas génétiques. Mais ensuite, on a découvert le défaut de complément avec les infections à Neisseria. En 1976, on a découvert l'antigène du FI et Plasmodium vivax. En 1985, on a été obligé, vu l'épidémie de sida, de HIV, de découvrir qu'il y avait un récepteur pour le HIV sur la lymphocyte T4 qui était CCR5. Et c'est par la génétique, c'est de la génétique. Et ces gens-là n'ont pas de sida parce qu'ils n'ont pas de récepteur sur eux. Donc de temps en temps, ça favorise. De temps en temps, c'est un risque pour une infection. Donc j'ai commencé par le risque pour les infections. Et on savait aussi par des études génétiques de population que, par exemple, en Afrique centrale, la drépanocytose ou sickle cell anemia est extrêmement répandue. Pourquoi? Parce qu'elle protège contre le plasmodium qui donne la maladie. Et j'en passe. Et donc, il s'est passé depuis quelques années l'hypothèse, c'est que les variations génétiques humaines doivent moduler les réponses individuelles aux pathogènes communs. Et donc, maintenant que l'on a, si c'est vrai, si les infections sont de base génétique, il faut qu'on se donne les moyens de trouver quels sont les gènes qui vont donner telle et telle maladie. La tuberculose, etc., toutes les maladies qui sont des problèmes de santé mondiaux, d'accord? Et grâce au séquençage, ce qu'on appelle les GWAS, Genome Wide Association Studies, c'est-à-dire qu'on regarde
le génome entier et par rapport à quelqu'un qui est atteint d'une maladie, la tuberculose, quelque chose comme ça, ou une autre maladie, et à ce moment-là, on met en évidence, on fait des associations entre phénotype et génotype, et on a découvert de nouveaux liens très importants, de nouvelles maladies monogéniques et des maladies polygéniques qui exposaient à l'infection. Dans ce cas-là, ce n'étaient pas des maladies majeures, c'était des agents infectieux souvent uniques, beaucoup plus virulents que ce qu'on a vu au départ, il y a 50, 60 ans, en fait, les maladies génétiques les plus graves. Mais les maladies génétiques moins graves et qui n'ont une expression phénotypique moins importante, on ne les a pas vues parce qu'on n'était pas capable de les dépister. On est capable de les dépister aujourd'hui. Et donc, je cite ici, je vais plus rapidement, la lèpre, le paludisme de niveau de l'ossie génétique, la clairance de l'hépatite C. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la clairance de cette hépatite C et qui sont plus sujets à l'hépatite C. L'encéphalite herpès simplex, aussi avec une prédisposition génétique, et la tuberculose, avec un cas extrêmement intéressant. 1% des cas de descendants européens ont des mutations dans l'immunité de l'interféron gamma. C'est très important. Ça a été découvert pas par GWAS, mais par Gène Candida. Le gars qui a fait ça, c'est Jean-Louis Casanova, a été cherché. Il était sûr que l'immunité de l'interféron gamma, qui fait partie du système immunitaire, était importante pour lutter contre la tuberculose. Et donc, il est allé chercher chez tous les patients qui avaient ça, toutes les banques de données qui sont déjà là. On les a déjà. On fait des papiers en allant chercher des données qui existent déjà sur l'Internet. D'accord ? Et il a découvert ça. Et bien sûr, le Covid, dont je vais parler dans 2 minutes. La protection génétique contre Plasmodium falciparum, c'est une maladie polygénique type, puisqu'il n'y a pas simplement la drépanocytose qui est liée à une maladie de l'hémoglobine, mais c'est également la thalassémie, aussi l'hémoglobine, une autre forme de mutation de l'hémoglobine, le déficit en glucoside phosphate déshydrogénase, qui donne aussi une protection à l'état hétérozygote, l'ovalocytose, qui est une maladie du globule rouge, et les groupes sanguins du Phi négatifs, qui sont également... Alors, ce qui est intéressant, je le montre ici, pourquoi ? Parce que quand on définit le gène, c'est pas simplement intéressant pour le clinicien, mais c'est également intéressant pour le clinicien-chercheur, parce qu'on a un point de départ pour essayer de comprendre la physiopathologie de la maladie. Parce que le gène, si le gène va prédisposer à telle maladie, c'est qu'on a besoin de sa fonction. Si on a besoin de la fonction du gène, ça veut dire qu'on a besoin de cette fonction pour lutter contre tel virus. On lutte de façon complètement différente entre les virus, les bactéries et les bactéries à bactéries, etc., etc., etc. Il y a une diversité des mécanismes de défense qui est très importante. Donc c'est important de faire ça parce que ça fait aussi progresser la compréhension des mécanismes, et la compréhension des mécanismes permet aussi de faire de meilleurs médicaments. Covid, donc 600 millions de cas, 6 millions de morts dans le monde, et quand ça a commencé, 3% de pneumonie potentiellement mortelle, avec 0,5 à 1% de risque de mortalité sur une maladie épidémique qui va toucher tout le monde. Donc vous voulez savoir, mais c'est quoi ? On veut savoir qu'est-ce qui prédispose, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui ne va pas mourir, qui c'est qui doit rester dans sa chambre pendant 2 ans, qui c'est qui a le droit de sortir de sa chambre, etc., etc. On était, nous les professionnels de santé, extrêmement curieux de savoir qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cette différence. La différence, elle est génétique, évidemment. Covid long, orteil inflammatoire, le syndrome multisystémique, surtout chez les enfants, que vous avez probablement pu le voir, etc. Donc, on a défini, je vais vite ici, d'abord des gènes qui protègent contre le Covid. Donc, c'est le récepteur pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE, que vous connaissez parce que vous utilisez des médicaments qui inhibent ce récepteur, d'accord ? Mais ce récepteur-là de l'enzyme de réception, c'est également de conversion, c'est également le récepteur de la protéine Spike, dont vous avez entendu parler, du Covid. Donc vous n'avez pas ce récepteur, et ben, le Covid ne rentre pas dans les cellules, le récepteur est exprimé dans toutes les cellules du poumon, dans toute une quantité de cellules qui vont être infectées par le virus. Le problème, c'est que
le ACE2 receptor, on en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a, et donc c'est très rare qu'il y ait des mutations, parce que ça c'est une notion de génétique que je voulais passer, c'est qu'il y a une contre-sélection génétique, parce que c'est sûr que si vous n'avez pas un bras, vous n'allez pas vous blesser, mais si vous n'avez pas un bras, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est exactement comme ça avec certaines mutations qui vont protéger, mais qui vont par ailleurs vous donner d'autres choses que vous ne voulez pas. D'accord? C'est-à-dire être manchot, par exemple. Je vais donner l'exemple le plus simple. D'accord? La génétique humaine a défini toute une quantité de choses. Donc ça, c'est une compilation de toutes les choses. Et il faut dire que la collaboration internationale qu'il y a eu est absolument extraordinaire, d'échanges de séquences, de choses, etc., pour essayer de mettre en évidence sur ces études-là et de partager les banques de données et de mettre en évidence, parce que plus on partage et plus on met ensemble des données, plus on a de la puissance d'analyse. Et donc vous avez ici les maladies, les mutations les plus rares qui sont souvent monogéniques. Donc ici, ce qui est ici les plus fréquentes, ici, celles qui protègent et celles qui sont pathogéniques, qui vont exposer, qui vont augmenter la sensibilité à l'infection. Et c'est simplement pour montrer ici, c'est une slide qui est importante, c'est de Jean-Louis Casanova que j'ai pris. 20% des patients avec pneumonie Covid-19 sévère ont des anomalies de l'immunité de type 1 interféron, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que si on avait su ça, on aurait dépisté ces gens-là et ils ne seraient pas morts, parce qu'il y a des quantités de gens qui sont morts. Donc, il faut savoir, et les assurances doivent le savoir, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est vivant, qui va payer son assurance, que quelqu'un qui va mourir du Covid, parce qu'il ne pourra plus payer son assurance. Médecine haute, prévention haute définition, évaluation continue. Donc on a vu le baseline health, personal health baseline, le référentiel personnel. On va voir maintenant l'aspect continu. L'aspect continu, Raquel en a parlé tout à l'heure. Pourquoi l'aspect continu est important? Et encore une fois ici, c'est incrémental. On rend des données de tous les systèmes connectés que vous avez, la tension artérielle, etc., etc. À partir du moment où ils sont mis en connexion avec une maladie, avec un patient, avec une chose, l'ordinateur saura le choisir et on augmente notre capacité de définir, de stratifier les patients. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que vous voyez dans cette courbe-là que ici, si on enregistre ce paramètre, celui-là et celui-ci, si celui-ci fait défaut, d'accord, eh bien, on va dépister la maladie à ce stade et on ne va pas attendre que la douleur survienne ici. Et lorsque la douleur survient, ben, c'est trop tard. Donc on est capable, avec toute une quantité de moniteurs en continu, de mettre en évidence et de prévenir la maladie bien en avant. Et je pense que les pharmaciens ont un rôle très très important à jouer dans ce cadre-là, parce qu'ils sont l'interface des professionnels de santé les plus faciles, parce qu'on consulte beaucoup plus facilement un pharmacien qu'on consulte un médecin, parce qu'on n'a pas besoin de prendre rendez-vous systématiquement. Et donc ces choses-là, il faut les voir comme des choses qui vont vous aider. Donc il faut le prendre au sérieux, mais il faut le voir aussi comme une expérience qui est en train de se former. C'est un build-up qui est en train de se faire. On apprend à s'en servir, on ne sait pas encore s'en servir, mais ça va faire de mieux en mieux et de mieux en mieux. Donc il y a la surveillance physiologique continue, le poids, le dépistage ECG, bien sûr, le téléphone, en permanence. Il faut que vous me disiez alors, parce que j'ai plus de trucs. L'électroencéphalogramme, on est capable de faire tous les nouveau-nés naissants en 2 minutes. On peut faire des EEG en permanence et donne des quantités d'informations. La pression, la fréquence cardiaque, la respiration, la saturation, les capteurs portables, la surveillance de stress, la science de l'acte. Tout ça, ce sont des informations qui sont extrêmement importantes. Monsieur Knock, voyez, le malade, quand il venait à la consultation, d'abord il avait une crise d'angoisse avant d'arriver qui était absolument terrible, la pression artérielle montait, il était là comme ça. Vous allez avoir quelqu'un qui est chez lui en train de siroter de sa vie normale, en train de faire ce qu'il est en train, soit faire son footing, soit faire de la télé, soit en train de travailler, etc. Et vous l'avez dans son environnement normal. Et en plus de ça, vous avez des quantités de choses
des informations qu'on n'aura jamais eues. La quantité de stress qu'il a dans la journée, c'est impossible de faire dire ça à un malade. D'accord? Donc les objets connectés sont très importants. L'image, c'est très important. Tu prends une photo et tu as une... bon voilà, on en a parlé tout à l'heure, d'accord? L'analyse de la voix. Donc ça, ce sont les choses qui sont normaux. L'analyse de la voix, c'est très important parce que chez un patient qui est traité pour Parkinson, on va voir par rapport à l'analyse de la voix comment son traitement évolue. C'est peut-être le meilleur marqueur pour savoir si le traitement est efficace. Et si vous avez des patients parkinsoniens, c'est très difficile d'arriver au bon dosage, c'est très très difficile. L'alimentation, la nutrition, prenez une photo, voilà ce que j'ai mangé docteur, je te donne tout le truc, avec un tableau Excel à partir d'images, j'ai pris la photo de mon plat qui te donne la contenu, les vitamines, les calories, le nombre de fois que j'ai mangé ça dans la journée, je mets ça dans le tableau Excel et j'ai ça sur le truc et je sais exactement ce qui se passe. Donc tout ça c'est important parce que c'est en train de redéfinir aussi la physiologie humaine. La physiologie humaine, on ne peut la calculer que quand on remet le poisson dans l'eau, quand on nous remet dans notre vie normale, dans ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui fait du footing tous les jours, eh bien, il faut en tenir compte et ça fait partie de la physiologie aussi. Il y a d'autres choses. On a parlé du risque génétique, donc ça c'est... les nucléotides circulants, je ne vais pas insister beaucoup, mais c'est sur une chose, je vais dire, c'est que jusqu'à présent, on était capable de faire le diagnostic du Down syndrome par ce qu'on appelle fetal nuchal translucency. On allait chercher du liquide amniotique. Aujourd'hui, avec le sang circulant, on est capable d'aller de 70% à 94% de spécificité juste en analysant les nucléotides qui sont circulants. Donc les nucléotides, c'est de l'ADN qui circule, que l'appareil est capable de mettre en évidence, il va vous dire exactement qu'est-ce que c'est comme nucléotide qu'il y a dans votre sang, etc. Et ça se fait aujourd'hui en routine. Le cancer, c'est pareil, c'est-à-dire de l'ADN dont on sait qu'il a une signature d'ADN cancéreux, on peut le mettre en évidence, etc. Je passe. Les signatures épigénomiques, tout ça, ce sont des progrès dans l'analyse des patients, en plus des objets connectés. Le microbiome qui est très important, parce qu'on sait qu'il change quand il y a des maladies. Le monitorage métabolique et biochimique que l'on fera de façon plus systématique, mais avec beaucoup plus de paramètres qu'on a fait jusqu'à présent, grâce à les progrès extraordinaires qu'on a fait. L'immunome également, c'est important. Donc, on a beaucoup plus de choses et on va rentrer dans l'ordinateur beaucoup plus de choses. Vous rentrez, vous faites votre cuisine avec ci, ça, ça et ça, et vous allez avoir le plus beau gâteau. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, d'abord, on l'utilise pour nous faire des choses. On prend une grue pour soulever quelque chose. L'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. C'est-à-dire c'est une aide à faire des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas faire, ne fera jamais. Donc, traitement haute précision, c'est très important. Intervention à partir de données fournies par les technologies de prévention à haute définition qu'on en a vu, les référentiels de santé qui sont, d'accord, adaptés aux caractéristiques individuelles du patient, d'accord, c'est le Personal Health Baseline, et ciblant souvent la cause moléculaire de la maladie. La quantité de maladies pour laquelle on a compris la cause a augmenté de façon absolument incroyable ces 20 dernières années. Je ne peux pas imaginer, quand j'ai commencé mes études de médecine, ce que l'on sait aujourd'hui sur la maladie qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Ça, forcément, ça change l'abord de la maladie, le traitement, etc., etc., etc. Et ça va aller encore plus vite. Ce n'est qu'un début. Traitement haute précision, donc c'est l'ingénierie du génome. Donc je vais un petit peu ralentir maintenant parce que je pense que ça vous... La thérapie génique et la modification de gènes comme meilleur moyen de réduire le risque génétique de nombreuses maladies, c'est maintenant une réalité. Vous m'auriez demandé il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses de la thérapie génique? Non, c'est de la foutaise. C'est pas de la foutaise. C'est une réalité. Il faut simplement trouver les bonnes indications, et il y a de plus en plus d'indications.
Donc il faut savoir que ça existe et que ça va être de plus en plus utilisé. Il faut arriver à le démocratiser. Bien sûr, ce sera le plus grand challenge, c'est de le démocratiser. Il y a des essais cliniques prometteurs. Donc maintenant, on parle de science de pointe, mais qui est la médecine haute définition, qui va se démocratiser forcément. Le traitement des maladies du sang, maladies génétiques du sang, pourquoi ? Parce que le sang, c'est un organe qu'on peut sortir du corps, le modifier, le réparer et le faire rentrer encore. On ne sait pas, on va voir les tissus et les organes, on sait le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Pour vous dire que ça existe, c'est que les chercheurs ont réussi à corriger sur des cellules. Mais si on corrige sur des cellules, ça veut dire qu'on corrige sur des cellules souches, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter un patient, le Down syndrome, la trisomie 21. Comment est-ce qu'on fait ? Le chromosome X chez la femme, il y en a deux, il y en a un qui est silencé, inactivé. Ils ont pris le système moléculaire d'inactivation du deuxième chromosome X et ils l'ont mis sur le chromosome surnuméraire de la trisomie 21, le 21, et ils sont arrivés à montrer qu'ils éteignaient complètement et donc si on peut le faire dans certains tissus, on peut le faire, etc., etc. Donc c'est très important. Il y a bien sûr ce qu'on fait depuis déjà maintenant un certain temps, c'est le diagnostic génétique pré-implantatoire pour la sélection d'embryons. Quand on arrive à faire de la FIV, ce n'est pas systématique parce que beaucoup de grossesses sont complètement naturelles, bien sûr, mais quand on fait de la FIV, pourquoi ne pas sélectionner les embryons ? C'est tout à fait éthique et logique de le faire. Ce qui est bien sûr très controversé, on rentre dans l'eugénisme et on rentre dans toutes les choses dans lesquelles je ne vais pas entrer, c'est bien sûr de réparer des gènes avant réimplantation, mais ça, pour l'instant, ça n'existe nulle part. Mais on serait capable de le faire. Les cellules souches, qu'est-ce que c'est que les cellules souches ? Que vous sachiez qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, il faut le savoir. Donc ça inclut les cellules souches embryonnaires humaines, on les prend à partir de l'embryon, et les cellules souches pluripotentes induites. Ça, c'est les 98, on était capable de mettre en évidence, d'isoler, elles sont très rares, les cellules souches embryonnaires à partir d'embryons de souris. Au départ, c'est des souris. Maintenant, dans certains pays, on a le droit de travailler sur les embryons humains. On a mis en évidence des cellules souches humaines. Qu'est-ce qu'elles ont, ces cellules ? Elles s'auto-renouvellent de façon permanente, d'accord ? Mais elles ne se différencient pas. C'est-à-dire, dans un tissu, vous avez les cellules souches qui vont donner toutes les cellules de la peau. Ah, je vais chercher ma cellule souche, je vais la différencier en telle cellule, en telle cellule, en telle cellule. On prend la cellule souche de la peau, on la dédifférencie et on la transforme comme une cellule primordiale, c'est-à-dire qu'elle va être capable de se différencier dans n'importe quelle cellule. Et donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on prend votre peau et on va le faire en cellules cardiaques. Les cellules cardiaques, on va les remettre dans le corps pour faire de la thérapie cellulaire. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, on cherche à améliorer les choses, bien sûr, c'est encore anecdotique, mais c'est des choses qui sont une réalité. Les cellules souches, on les prend de qui ? On les prend des patients eux-mêmes. Donc c'est encore du travail laboratoire. Si le génome humain a pris 10 ans pour être séquencé, aujourd'hui on le fait en 24 heures, je peux vous dire que tout ça va être accéléré quand on aura vu que ça peut apporter quelque chose aux patients. Donc ici, c'est simplement pour montrer le schéma, toutes les étapes qui se font. On prend, je vais me mettre debout parce qu'on prend le sang du patient. Dans le sang du patient, on va isoler à partir des PBL des cellules souches ou on prend d'un autre organe. On va ensuite faire de la correction génétique on va mettre soit un gène nouveau, soit on va faire du CRISPR, on va en parler. Ensuite, on va faire d'un contrôle de qualité lorsque la cellule a été transférée, parce que la cellule était anormale. Par exemple, on remplace, on va voir dans HBS, dans la drépanocytose, on va remplacer un gène qui est normal, on va le corriger, ça existe et c'est une réalité, d'accord ? Et des quantités d'essais de contrôle de qualité qui sont très importants, qui vont juste aux essais cliniques, et puis ensuite la réinjection chez le patient. Ça marche pour les cellules, pour les maladies sanguines. Pourquoi ? Parce qu'on prend le sang de l'extérieur, on prend la cellule souche, pendant ce temps,
on traite le patient par chimiothérapie pour tuer toutes les cellules qui sont anormales, qui sont restées dans le corps, pour repopuler ensuite avec des cellules qui ont été réparées. D'accord ? Donc, le progrès sera ensuite de faire le traitement directement à l'intérieur du patient, et ce n'est pas de la science-fiction. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui est vraiment mon métier, c'est la biologie moléculaire, mais je suis aussi médecin, comme vous avez vu, mais ça m'excite beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, le prix Nobel de chimie de 2020, for the development of a method for genome editing, c'était Emmanuelle Charpentier, une femme française, et Jennifer Doudna, une américaine, qui ont partagé ce prix. Ce sont CRISP, des ciseaux génétiques qui s'appellent CRISPR-Cas9, un outil pour réécrire le code de la vie, changer l'ADN des animaux, des plantes, des micro-organismes avec une précision unique, absolument unique. C'est une révolution incroyable dans la biologie moléculaire qui va avec la révolution dans l'intelligence artificielle, la révolution dans le séquençage. Tout est en train de venir en même temps. Donc, il faut rester au courant parce que vos patients vont vous amener des questions, vous apporter des questions sur toutes ces choses-là. C'est très important d'être là. Le problème, c'est que le potentiel clinique de CRISPR est exceptionnel, mais ce que l'on voit, c'est une étude, que je cite, une étude américaine qui montre qu'aux États-Unis, ils ont fait une survey, la couverture médiatique de CRISPR, elle est quasiment nulle, personne n'en parle. On ne sait pas, on parle de la couleur des cheveux de tel chanteur ou de truc, mais on ne parle pas de CRISPR, ce qui est absolument terrible. Et quand on en parle, c'est ambigu et c'est peu fréquent. C'est-à-dire que c'est à vous de faire passer l'information. Quand vous avez entendu cette conférence, c'est de retourner sur l'Internet, de regarder, de vous renseigner, parce que c'est des choses qui vont faire partie de votre vie de tous les jours. Donc il faut le savoir. Ce n'est pas simplement, ah oui, c'est un truc anecdotique. Donc, qu'est-ce que c'est CRISP? C'est absolument extraordinaire. Clustered Regulatory, d'accord, c'est R-A-I-S-P-R, c'est quoi? Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Respect, je ne peux pas le traduire en français, d'accord? Donc, ce sont des séquences palindromiques, d'accord, qui étaient interspaced dans le génome des bactéries. Et quand les chercheurs qui séquençaient les génomes il y a 20-30 ans, on les séquençait déjà, on séquençait des gènes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça ressemble à quoi? C'est pas un gène, on ne savait pas du tout. Il y a énormément de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Charpentier et Doudna ont apporté quelque chose, vous allez voir dans 2 secondes. Et donc, il faut voir d'abord le vocabulaire. cRNA, c'est les guides RNA, on les appelle gRNA ou crRNA, d'accord? Ce sont les guides qui vont guider les ciseaux à l'endroit où on veut dans le génome. On parle de l'infiniment petit, d'accord? On a ensuite la reconnaissance spécifique, elle se fait par l'appariement de bases, d'accord? Comme dans l'ADN, ça vous le savez, qu'il y a un appariement spécifique entre la base de Crick et de Watson, et c'est exactement ce qui se passe, c'est comme ça qu'on reconnaît ce qu'on va couper, d'accord? Et on a le trac cRNA qui est important parce que ça active en fait la nucléase qui va couper, le ciseau. La nucléase, c'est le ciseau. Donc on a la nucléase sur le ciseau, c'est Cas. On a le cRNA, c'est le guide. Et on a le trac cRNA qui active la nucléase. Tu ne veux pas qu'elle soit activée n'importe où. Donc tu as besoin d'avoir un contrôle sur l'activité de la nucléase. Autrement, elle va bouffer tout l'ADN dans la cellule. Donc ça, on a finalement compris à quoi ça sert. Et à quoi ça sert? En fait, c'est un système immunitaire adaptif de la bactérie qui va se défendre contre les virus et les plasmides. Les bactéries sont capables de prendre tout ADN étranger et ça peut, les plasmides qui contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques, c'est le cas par exemple, et en fait, ils sont capables de détruire cet ADN étranger. Comment est-ce qu'ils font? Ils vont prendre une petite séquence de l'ADN du virus, ils vont l'intégrer à l'intérieur du spacer qui est entre les palindromes. Quand il est à l'intérieur,
qu'est-ce que va faire la bactérie? Elle va recopier cette truc en un ARN. Cet ARN va se lier avec le TRAC et avec la nucléase qui est ici. Et là, vous avez le TRAC, la nucléase et le guide ARN, ça c'est le guide ARN, qui va être processé, qui va ensuite, grâce au guide ARN, qui va venir, qui va couper de façon spécifique le même endroit quand le virus revient de ce gène qui avait été pris au départ. C'est-à-dire que c'est la photo du gène qui est prise pour faire un ARN qui est exactement de la même chose. Donc je vais vite, ça pourrait prendre des heures parce qu'on en sait beaucoup plus de ce que je vous ai dit pour l'instant, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une capture d'une partie de l'ADN du virus qui est utilisée pour faire un guide ARN qui va guider une nucléase quand le virus va revenir à cet endroit-là pour le couper, pour le détruire. Parce que le virus ne peut pas vivre si on lui coupe son ADN, puisqu'il ne vit que par son ADN. Donc, comment est-ce qu'on utilise maintenant? C'est ça la découverte. Donc ça, c'était le départ. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est que maintenant, si c'est vrai, si on est capable de couper de façon spécifique dans une bactérie le virus qui va rentrer, on va utiliser ça pour ensuite faire un ARN guide qui va aller amener la nucléase exactement au niveau du gène HBS qui est responsable de la maladie drépanocytaire, à l'endroit où il y a la mutation. Mais c'est exactement à cet endroit, on parle de millions et de millions de bases sur le génome. Le guide ARN, il va aller juste à cet endroit-là. C'est ça la puissance de ce système. Donc, mais pour cela, il faut qu'on soit capable d'exprimer la guide ARN qui soit spécifique du gène cible, d'accord, qu'on exprime la nucléase, la Cas, et qu'on exprime le TRAC ARN. Ce qu'elles ont fait, c'était leur papier dans Science, c'est qu'elles ont fusionné en fait le guide ARN avec le TRAC ARN. C'était tout simple, d'accord, mais elles ont eu l'idée de l'utiliser pour modifier les génomes. Donc, je répète, c'est le recrutement d'une nucléase de façon séquence spécifique, d'accord, grâce à un ARN guide qui va amener. Donc, si on est capable d'amener une nucléase à un endroit donné du génome, grâce à un ARN guide, on va pouvoir aussi modifier à cet endroit du génome le génome, pas en le coupant avec un ciseau, mais on va mettre d'autres fonctions. On va coller à la protéine Cas d'autres fonctions, et c'est ce qu'on a fait, ce qu'ont fait les chercheurs. Et de cette façon-là, on est capable maintenant, pas de couper, parce que quand on coupe, c'est fini, c'est une mutation non-sens et le gène est mort, mais on est capable de faire de l'editing, de modifier une base dans un gène, d'accord? Et on est capable de faire des quantités d'autres choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer. C'est le domaine encore aujourd'hui de la recherche fondamentale. Il faut juste dire un mot sur le deep sequencing qu'on est capable de faire aujourd'hui. Les techniques de séquençage se sont améliorées de façon absolument inimaginable. Et c'est encore une progression exponentielle, absolument géniale. Et toujours avec les progrès, l'informatique qui vient à côté, parce que sans informatique, on n'est pas capable d'utiliser l'information qui est produite. Et ce séquençage de l'ADN, c'est très important. Je n'en parlerai pas. Raquel a parlé de omics. Mais les omics sont importants, en particulier quand on parle de transcriptomics. Pourquoi la transcriptomics est importante? Parce qu'elle est capable de nous donner l'activité d'une cellule à un moment donné. Comment est-ce que vous connaissez l'activité d'une cellule? Par rapport aux ARN messagers qui sont exprimés à un moment donné. Donc si vous avez la photo de la quantité d'ARN messagers, la cellule fonctionne grâce à des protéines qui sont codées par des gènes. Mais pour que les protéines puissent exister, il faut que le gène soit transcrit en ARN. Donc si vous avez la quantité d'ARN va vous dire quelles sont les protéines qui sont en activité. C'est comme dans un match de foot, si vous voyez les gens qui courent, ben c'est les de devant, vous prenez la photo, mais c'est exactement pareil. Et comme ça, on a une idée de quel est l'état d'activité ou d'inactivité d'une cellule, ou de différence entre tissus, ça, ce tissu, etc. Donc c'est le progrès du séquençage qui permet de faire la transcriptomie que l'on fait aujourd'hui au niveau single cell et nucléaire. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre le sample dans le noyau de la cellule et de faire du single cell et d'analyser.
les codes barres, et sur le plan technique, les innovations sont incroyables. Donc, en traitement, le traitement, je passerai cette diapositive. Ici, c'est le Gene Therapy for Sickle Cell. On a plusieurs possibilités de faire. Donc, on sait que HbF, c'est l'hémoglobine fœtale. Si elle est exprimée, elle va traiter le malade, parce que les malades n'est plus capable de faire de l'hémoglobine normale, HbB, qui est anormale. Donc, si vous exprimez l'hémoglobine fœtale, qui est normalement réprimée chez les adultes, vous allez guérir, plus vous allez donner une forme d'hémoglobine qui est normale. Donc, ce qu'on fait, c'est soit on va ici détruire le répresseur de l'expression, je rentre dans la biologie de l'expression de l'hémoglobine HbF. On peut ensuite aussi enlever le gène de la globine, je ne vais pas entrer dans le détail, excusez-moi, je vais me concentrer ici, ou corriger la mutation en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure du gene editing, et ça on sait le faire maintenant, d'accord, ou bien de la corriger, mais par une réparation par homologie, qui est plus facile à faire que celle-ci, mais celle-ci on est également capable de le faire. Mais c'est dans cette direction que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est dans le gene editing qui est le plus prometteur, certainement le plus moteur. À quoi cela s'adresse? 7000 maladies rares aujourd'hui. Il y en a 5000 dans le génome mendélien au NIH, mais on sait qu'il y en a 7000. Il y a 440 IEI, erreurs innées de l'immuno. Ce sont des maladies qu'on peut traiter par gene thérapie, c'est-à-dire on va commencer à... Les albinos, etc. Un albinos qui naît, on peut imaginer lui réparer certains tissus et pas d'autres, parce que c'est une maladie qui va atteindre énormément de tissus, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'a écrit Doudna en 2023. Donc ici, ce qu'il faut savoir aussi pour le CRISPR, c'est l'agriculture. C'est absolument incroyable ce qui est en train de... L'utilisation du CRISPR dans l'agriculture, de la maturation, de la nourriture, les gènes de résistance aux pesticides, etc., etc. Toute une quantité d'applications qui sont extrêmement importantes. Et bien sûr, en médecine, thérapie cellulaire, je vais rapidement là-dessus. Je voudrais dire un mot là-dessus, deux mots sur la pharmacogénomique donc le traitement du cancer, donc les CAR-T. Les CAR-T, c'est qu'on prend une cellule du patient et on va la rendre capable de reconnaître la tumeur et de détruire la tumeur, ce qu'on appelle CAR-T. Donc ça, on sait le faire, c'est encore le génie génétique, etc., qui fait que, et les techniques s'améliorent. Des quantités de chercheurs dans le monde se font la compétition pour avoir les meilleures cellules, et des cellules qui vont être en vente. Peut-être que vous allez vendre un jour des CAR-T, on ne sait jamais, si vous avez un frigidaire à moins 80 degrés. La pharmacogénomique, donc vous savez tous que la pharmacogénomique, c'est la relation entre les barrières génétiques et la capacité des gens à répondre aux médicaments. Et c'est très très important. Il y a, que vous vous intéressiez, il faut que vous alliez voir ces deux sites, PharmGKB, FDA, Biomarker in Drug Labeling. Ce sont des sites dans lesquels vous allez voir toute une quantité d'informations qui relatent. Il faut une relation entre le médicament et des marqueurs génétiques. Alors, de temps en temps, il y a énormément, il y a des SNP, etc. De temps en temps, c'est uniquement les CYPs, les fameux CYPs que vous avez appris à l'université quand vous étiez étudiant, les cytochromes P450. D'accord? Puisqu'on a commencé par cela. Donc ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si on fait la séquence du génome et qu'on dépiste chez quelqu'un une réaction indésirable importante, on va tout de suite mettre le lien entre les deux, phénotype, génotype, et on va ajouter ça à la banque de données. L'intelligence artificielle va le faire, elle va le mettre ensemble, et on va augmenter notre capacité de prévenir
les effets indésirables parce qu'on a les génomes. Le traitement des cancers, Raquel en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est aussi absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle la médecine de haute définition. On a aujourd'hui, si il me reste 3 minutes, c'est 18 680 marqueurs, My Cancer Genome. C'est aussi un site que vous pouvez aller voir, simplement pour être au courant, la awareness de ce qui se passe. Parce que c'est important, on vous en parlera, il faut aller voir ces sites, il faut aller voir ce qu'on en est. On ne demande pas d'être des spécialistes, mais d'être au courant. D'accord ? 18 000, c'est le plus grand. C'est encore des collaborations dans tout le monde. D'accord ? My Cancer Genome, qui avait été lancé par mon patron quand j'étais au NIH, Rick Lausner. Marqueurs, 18 000 marqueurs, c'est-à-dire qu'on prend le cancer, on le séquence, on regarde les séquences, on regarde quels sont les marqueurs. Et plus on le fait, plus on va en avoir, bien sûr, vous avez bien compris, parce qu'il y en a des milliards. D'accord ? Et donc, on est capable à partir de cela, de définir des traitements, et le AACR, American Association Cancer Research Project, GINI, aussi très important, c'est 167 000 échantillons séquencés de 148 000 patients, à partir desquels on a commencé à stratifier les mutations dans les cancers, comment ce qui se passe, les associer avec les réponses de traitement, etc., 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 avec ce que l'on sait de la maladie, ce que l'on sait du gène qui est muté, etc., pour faire de la médecine plus précise, plus rationnelle et plus intelligente. Ça, je n'en parlerai pas. Alors, maintenant, je voudrais finir sur des milliards de personnes, c'est encore revenir sur cette notion, des milliards de personnes à haute définition, c'est une ressource de connaissances, c'est-à-dire qu'on est dans l'histoire de l'humanité, à un stade, je vous le dis, et j'en ai presque l'émotion de le dire, c'est-à-dire qu'on sera capable de connaître le corps humain, la physiologie humaine, à un stade qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années. Il y a quelques années, je ne vous parle pas de ce qui se avant, d'accord ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a, grâce aux référentiels dynamiques, qui sont capables de faire tous ces liens entre les variants génétiques, entre les référentiels personnels, entre les relations pharmacogénétiques, changer le repositionnement des médicaments, changer complètement la médecine. Donc, ça existe, on ne va pas le faire, on ne va pas savoir utiliser tout ça de la meilleure manière, mais ça commence à se faire et il faut être au courant de ce genre de choses. Et donc, redéfinition aussi, c'est très important, c'est-à-dire qu'on est en train de redéfinir de façon non supervisée et impartiale la classification des maladies. On ne voit plus les maladies de la même façon. Quand on sait, et vous le savez très bien, qu'on avait il y a 50 ans l'histologie, ensuite on a eu les marqueurs moléculaires, maintenant on a une quantité d'informations, non seulement les génomes, mais tout ce qui va sortir de l'intelligence artificielle, qui sont capables de stratifier les maladies, non pas simplement les patients, mais les maladies également, pour faire voir les maladies de façon différente, pour avoir une meilleure précision sur la maladie sur laquelle on est en train de... Je parle des digital twins, et je vais finir probablement là-dessus. Je ne pourrais pas vous parler de recherche parce qu'il est trop tard. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil de découverte pour extraire des connaissances, des référentiels. Ce n'est pas quelque chose, j'appuie et j'ai mon sandwich qui m'est servi. Ce n'est pas comme ça. C'est un outil. C'est un outil. On utilisera, on n'aura pas l'aide au diagnostic ne peut rester qu'une aide, parce que c'est qu'une aide. Ça ne peut pas être un diagnostic par la machine. Ce ne sera jamais un diagnostic par la machine, c'est uniquement une aide. Et c'est surtout d'abord une aide pour redéfinir les maladies. Donc, agent intelligent d'aide à la décision pour effectuer des tâches dépendent du cerveau humain. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ma fille est radiologue. Aujourd'hui, on est capable, l'ordinateur est capable de prendre tous les pixels sur une MRI et de faire un travail qu'elle ne peut pas faire, elle, quand il est 8 heures du soir, qu'elle est fatiguée, que les yeux se ferment, parce que c'est complètement automatique. Et donc,
Elle l'utilise, pourquoi ne pas l'utiliser? Elle est capable aussi de voir. C'est un plus, c'est pas un moins. Etc. Et donc ça, c'est pour vous montrer, des milliards de personnes, je pense que je vais finir là-dessus. On a commencé, c'était une photo, une figure de l'article de Topol. Donc on a les rouges, les jaunes, les bleus et les violets. Et donc ce patient, il est malade, voilà les caractéristiques de cette maladie. Et pour ces 4 groupes, d'accord, chacun, on les a mis ensemble parce que tout cela ressemble entre eux, parce qu'ils ont le même personal baseline, ils ont la même maladie, ils ont les mêmes choses, etc. Ils ont une génétique qui ressemble, ils ont une certaine quantité de points communs. Et à tous ces gens-là, on leur a fait 4 traitements. On sait l'ordinateur le sait, 4 types de traitements. Alors, si on a fait 4 types de traitements avec 4 groupes de gens différents, on va savoir que ce traitement-là, il a marché dans ce groupe-là. Par contre, dans ce groupe-là, il n'a pas marché. Dans ce groupe-là, il n'a pas marché. Dans ce groupe-là, il a marché aussi. Donc, celui-ci, que de cette couleur-là, on va forcément, quand il va venir, on va lui proposer le traitement. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des modèles multiples de maladies, de diagnostics et de traitements à partir de là qui tiennent compte d'une quantité de paramètres. Je vous remercie. Je voulais juste vous parler de quelque chose parce que c'est très très marrant. Non, je voulais juste vous... Parce que ça c'était pour la cerise sur le gâteau. C'était simplement pour vous dire que le traitement des maladies des gens aussi, c'est ce qu'on appelle la sénolyse. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'une cellule qui a vieilli, si on l'enlève, on permet de rajeunir le tissu. Donc si ça vous intéresse, ce sera pour la prochaine fois.